Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Morning Meeting. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2015, des marchés actions européens soutenus qui tentent de sortir par le haut des ranges en place depuis une dizaine de séances. Le DAX a-t-il à l'instant effectué un pullback? Alors c'est ce dont nous allons parler, revenir sur ce qui porte ces marchés actions avec cette très belle séance en Asie, presque 7% de hausse pour le Nikkei. Le sentiment au fond sur les tout derniers chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, que les choses commencent à se stabiliser, notamment on l'a vu dans le secteur automobile en Chine. Peut-être que le ralentissement est désormais acquis, en tout cas connu. Le marché n'aime pas l'incertitude, mais si le marché s'accorde désormais sur l'amplitude du ralentissement de la croissance économique en Chine, et si le marché s'accorde aussi sur le fait qu'au fond, la croissance économique au sein de la zone euro s'accélère, en dépit de ce qui s'est passé en Chine, qu'aux États-Unis, la reprise économique suit son cours, à tel point que le marché se projette sur une action de la Fed, alors pas la semaine prochaine, peut-être même pas cette année, mais en tout cas le marché spécule toujours, et bien au fond, nous avons peut-être la poursuite d'un mouvement haussier dans le sillage de ce qui s'est passé, rappelez-vous, le lundi 24 août dernier, avec une séance qui portait en elle les fameuses caractéristiques techniques d'un paroxysme des ventes, notamment sur 4225 points sur le CAC et 9200 points sur le DAX. Alors n'allez pas non plus croire que le CAC va à 6000, hein. Déjà revenir à 5000 ce serait bien, atteindre 4900 ce serait bien. Je pense peut-être que le point bas annuel est fait, mais je pense aussi que le point haut annuel il a été fait en avril et qu'on n'ira pas au-dessus. Il faut rester réaliste. Alors bienvenue au Morning Meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver. Vous venez d'assister au Commodities Market Report. Les matières premières sont donc limpides pour vous. Moi je vais vous parler des indices boursiers, du CAC, du DAX, du MIB, de l'Eurostock 50, de l'IBEX, des paires majeures, de l'USD CAD, avec cet après-midi la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Et je reviendrai notamment sur ce que je vous ai proposé ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar, à savoir cette conviction que j'avais que durant la session asiatique, le taux USD CAD était sur un support. Reste que, admettons, mieux vaut ne pas tenir de position ouverte au moment de la décision. On aura l'occasion d'en reparler cet après-midi dans le Wall Street Insider. Je pense que le son et l'image fonctionnent normalement. Donc tout a l'air de fonctionner. Et non, l'Astico, je confirme, le lundi 24 août, il s'agit, en anglais on parle d'un sell-off, paroxysme des ventes, c'est-à-dire que les ventes ont atteint justement leur paroxysme et que derrière il y a eu un violent contre-pied achat. Le paroxysme des achats, c'était la séance du lundi 24 août sur le taux euro-dollar avec un rejet sous les 1,1750 $, la ligne de tendance baissière de long terme en place depuis le printemps 2014. Alors, bienvenue, on a pris connaissance ce matin des chiffres macroéconomiques britanniques dans le commerce extérieur et pour la production industrielle qui sont mauvais, ce qui pour l'instant maintiennent le GBP USD sous sa première résistance à 1,5424 $. J'ai tenté ce matin dans le Good Morning Euro-Dollar d'insister sur le rôle pivot technique du niveau des 1,5424. J'attendais de voir une réaction. Nous sommes bien sûr à quelques heures maintenant de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, mais aujourd'hui, les chiffres macroéconomiques britanniques sont décevants. Alors, le sterling va peut-être interrompre le processus de rachat de shorts dans lequel il était depuis le début de la semaine. Le GBP USD reste en position sous la résistance des 1,5424 $ et donc peut rebaisser, notamment en direction des 1,5290 lors des toutes prochaines heures, à la faveur aussi, admettons-le, d'un dollar américain qui tente d'établir un creux, comme le montre l'analyse technique de l'US Dollar Index. Je ne vais pas recommencer par les paires majeures, on parle des indices boursiers, puisque c'est probablement ce que vous attendez le plus. Le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, le MIB, l'IBEX, bon, tous ces marchés. Je vais vous faire un topo sur le DAX. Ce que je propose sur le DAX, je le pense sur tous les indices boursiers européens. Paroxysme des ventes, donc sell-off le lundi 24 août, avec cette mèche basse sur le DAX à 9330 points, un volume énorme plus vu depuis plusieurs années, et une clôture au plus haut. Ça, c'est le 24 août. Une reprise haussière extrêmement marquée du DAX, entre 9300 points et 10400 points, entre le 24 août et le 27 août. S'est ensuite déployée une phase de transition latérale comprise dans 50% de retracement de la jambe de hausse entre le 24 et le 27 août. Ça, c'était le discours que je vous proposais hier,
avec un biais naturellement positif, accordant davantage d'importance à la reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août qu'au choc baissier qui, selon moi, n'était que temporaire et au fond habituel. On observe généralement depuis 2009, de temps en temps, des chocs de 10 à 15% avant que le marché reprenne sa marche en avant. Que tentent de faire aujourd'hui les marchés actions européens? Ils tentent de sortir par le haut du range. Faut-il attendre la clôture journalière? Eh bien, j'ai le sentiment que oui, il faut. Oui, il faut. Parce que lorsqu'on reste dans un range pendant 2 semaines, une clôture horaire en dehors du range n'est pas suffisante. Une clôture 4 heures en dehors du range, c'est pas suffisant non plus. Mais une belle clôture journalière avec un chandelier convaincant, oui, là, cela ouvrira des perspectives intéressantes. Alors, prudence. Malgré tout, que nous disent les chandeliers intraday? Il y avait donc eu un pré-signal haussier le 7 septembre, lundi, à la cassure de ce petit canal de baisse en données horaires, suivi d'un pullback sur 10 050 points. 10 050 points, ce n'est pas n'importe quoi, il s'agit du précédent sommet de l'année 2014. Puis, sorti par le haut d'une petite phase de transition latérale, ici décrite par une succession de toupies. En terminologie japonaise, ce sont des petits chandeliers japonais, à la différence du grand corps du lundi 7 septembre haussier. On en est sorti par le haut, 1, 2, 3, 4, 5 heures consécutives de hausse. Le marché a atteint la partie haute du range hier en fin de séance à 10 380 points. Il a fait un petit pullback à 10 250 points. Et ce matin, il tente donc de sortir par le haut du range. Tant que le DAX se maintient désormais au-dessus des 10 380 points, 10 400 points, le biais est positif. C'est désormais le garant de la phase haussière. Ce qui serait très négatif, c'est de réintégrer violemment le range. Si ce soir le DAX clôture sous 10 380, ça va faire mal. Ce sera un violent contre-pied baissier. Pour le moment, on préserve le niveau. On peut même avoir le sentiment qu'entre 10h et 11h, le DAX a effectué un pullback sur 10 400 points. Et on observe d'ailleurs que depuis les 10 400 points, le DAX vient de remonter en ligne droite de 60 points. Alors, nous avons en chandelier horaire la possibilité sur le plan chartiste de tracer ce canal. Intéressant. Quel scénario possible? Eh bien, après ce chandelier horaire, je pense que voilà, on reste dans ce processus, qu'on peut probablement remonter. Et en septembre, moi je vis 10 900. Hein, le report du range ici vers le haut. Revenir chercher en fait le point de cassure de la séance du 18 août. Et on restera très en retrait des sommets annuels. Hein. L'idée, on ne les dépassera pas cette année les sommets annuels. Il ne faut pas exagérer. Mais voilà le scénario de court terme. Alors, voilà le décryptage que je pouvais vous proposer sur le DAX. Laissez-moi maintenant vous parler du seul indice boursier européen que regardent les investisseurs internationaux, l'Eurostoxx 50. C'est probablement lui qu'il faut suivre si lui donne un signal d'achat, étant donné que c'est le seul indice, ou en tout cas le plus suivi, les autres suivront. On a un pré-signal ici lorsque j'étudie les cours de clôture de l'Eurostoxx 50, un pré-signal haussier. Lui aussi, l'Eurostoxx 50 sort par le haut du range. Reste qu'il faudrait réellement dépasser les 3300 points. J'aimerais, pour confirmer ce mouvement positif d'ensemble, avec notamment une magnifique résolution haussière d'un biseau descendant sur l'IBEX, avec une cassure haussière de RSI en H4 qui est propre sur l'IBEX. Donc, certes, c'est intéressant de voir le DAX dépasser 10 380, de voir l'IBEX sortir par le haut d'un wedge, de voir l'Eurostoxx 50 tenter de dépasser les 3300 points. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Maintenant, il faut que l'Eurostoxx 50, en effet, dépasse les 3300 points. Mais je pense qu'il est bien parti pour le faire. Alors, le CAC 40. Le CAC 40, c'est le même topo. Lorsque j'étudie les cours de clôture, en fait, la véritable cassure, elle a eu lieu hier, lorsque le marché a dépassé cette oblique qui attrapait tous les cours de clôture. D'une certaine façon, on a fait un pullback. Reste que, pour être convaincu de la suite des événements, il faudrait que le marché parisien déborde, là aussi ce soir, ou lors des prochaines séances, en D1, les 4683 points. La partie haute du range en place depuis 10 jours. Pardon, 4687. Alors si tel était le cas, là aussi, en projetant sur les prix
l'amplitude balayée par les cours depuis 2 semaines environ. Cela permettrait d'envisager de voir le marché parisien remonter en direction des 4800 et des 4900 points, ce qui correspond comme sur le DAX au point de décrochage baissier du 18 août. Alors maintenant, je vous ai proposé une vue sur l'IBEX, le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC, on va parler du MIB, le marché action italien. Bon, c'est globalement la même configuration. Le MIB a fait une phase haussière impulsive entre le 24 et le 27 août. Il était dans une phase de transition latérale qui était d'ailleurs assez proche de celle qui avait cours sur le DAX, à savoir un triangle rectangle ascendant. Et en fait, aujourd'hui, eh bien, on tente d'en sortir par le haut. Alors, moi j'ai le sentiment que ça peut bien se passer, à moins d'avoir cet après-midi un violent retournement de situation. Reste que une clôture D1, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une clôture D1, ça finit de nous convaincre. Et puis surtout, après, on a un super point de pullback. Est-ce qu'on peut aujourd'hui considérer finalement les 10 380 du DAX comme un pullback? Il faudrait vraiment le briser, mais bon, on vient de le voir qu'entre 10h et 11h, on a une forme de pullback qui a été un peu achetée. Ok. Pour confirmer le DAX, les 3003 du Stoxx 50 et bien sûr les 22 075 de l'ITA 40. Mais je pense qu'au fond, le MIB, lui aussi, peut progresser en direction des 22 780 points. Et là aussi, sans surprise, le décrochage du 19 août. Donc, il y a un alignement technique de tous les indices boursiers européens qui rend limpide la configuration d'ensemble. Alors voilà ce que je pouvais vous proposer moi sur ces indices boursiers. Maintenant on va parler bien sûr des contrats de taux et notamment du Bund, ensuite des paires majeures et des paires croisées, des paires secondaires, des paires mineures pardon, parce que voilà c'est l'émission où on en parle. Les matières premières vous venez d'en parler, je vais quand même vous donner mon point de vue sur le pétrole et l'or, puisque voilà dans le morning meeting on parle de tout. Alors sous vos yeux le contrat de taux allemand Bund, la Banque Centrale Européenne en achète chaque mois. Le mois dernier, elle en a acheté pour 50 milliards, un peu en retrait des 60 milliards auxquels elle nous avait habitués depuis 7 mois. Mais ce n'est pas une surprise, elle l'avait annoncé que durant l'été, elle en achèterait moins de liquidités sur le marché. Malgré cela, l'action la semaine dernière de la Banque Centrale Européenne, à travers notamment la conférence de presse de Mario Draghi, a été d'exercer une pression baissière sur l'ensemble des taux obligataires des pays cœurs au sein de la zone euro, ce qui s'est traduit par un signal d'achat sur le Bund au débordement des 153,40, permettant d'envisager une hausse en direction des 156, et bien aujourd'hui, je confirme donc mon objectif de cours à 156. Dites-vous bien que ce niveau correspond tout simplement au prix du contrat de taux long allemand, au point de départ du programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne, rappelez-vous le 9 mars 2015, le 9 mars dernier. À court terme, le contrat allemand Bund est en train de former un support au-dessus des 154,40. Tant qu'on se maintient au-dessus des 154,40, je défends la poursuite de la reprise en direction des 156 points. Alors maintenant, les paires majeures. Actualisation de ce que j'ai pu vous proposer dans le Good Morning Euro-Dollar. Et on va commencer par le taux USD-Yen, puisque c'est le taux de change qui a le plus de rapport avec le risque. Alors l'USD-Yen c'est comme le DAX, le CAC, tous les indices boursiers, les marchés US. Les marchés US, j'en parle cet après-midi dans le Wall Street Insider. Rebond sur 50% de retracement de toute la phase de hausse entre le 24 et le 30 août. Cassure des 119,60, ligne de coup d'un double bottom sur 118,90. À ce moment-là, nous avons établi un objectif à 120,68. Cet objectif est atteint. Le marché est probablement en train d'abandonner ce rythme de progression ici indiqué par cette ligne de tendance. Mais j'estime désormais qu'on a un support entre 120 et 120,22. Et tant que le marché se maintient sur l'USD Yen au-dessus des 120 yens, 120,22 yens, eh bien, je pense que le taux USD Yen peut monter davantage, et notamment en direction des 121. Donc, au-dessus des 120, 120,20, je rehausse en fait la cible de l'analyse technique de 120,68 à 121 yens. Le taux de change AUD-USD est dans une phase de reprise technique, pré-signal positif donné le lundi 7 septembre avec une cassure sur l'indicateur technique RSI.
Le marché temporise sous une résistance à 0,70-60 $. Il faut attendre. L'indicateur a encore du potentiel. Je ne le shorterai pas tout de suite. Par contre, aujourd'hui, deux banques centrales s'expriment. Ce soir, la RBNZ. Stratégie de vente possible sous les 0,64-10 $ sur le NZD-USD. Divergence baissière cachée, mise en évidence ici par la juxtaposition de l'indicateur technique RSI et des prix en données 4 heures. Je reste fermement baissier sur le NZD-USD, et ce, tant que le taux de change se maintient sous la résistance à 0,64-10 $. Le taux USD CAD maintenant important, on aura l'occasion d'en reparler cet après-midi. Le marché attend aujourd'hui une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. La Banque centrale du Canada a déjà baissé ses taux par 2 fois cette année. Le taux USD CAD a quand même progressé, on va dire depuis le début de l'année, alors je vais vous chercher le début de l'année, de plusieurs centaines de pips. Le dernier signal d'achat en date a été donné le 15 juillet. Le 15 juillet, c'est la dernière fois que la BOC a baissé ses taux, la Bank of Canada. Elle a baissé ses taux le 15 juillet dernier, de 0,75 à 0,50. Depuis le 15 juillet, on a gagné 500 pips. Alors, est-ce que les 500 pips price l'action de la BOC? Tout dépendra de ce qu'elle envisage de faire, et ça nous allons l'apprendre à partir de 16 heures. Que nous dit maintenant l'analyse technique? Que la hausse ralentit, et qu'au fond le marché s'est stabilisé. Il n'a pas inscrit de nouveau plus haut depuis le 25 août. Bon, ça c'est une chose. Je pense désormais que le taux USD CAD sur le court terme est neutre, entre 1,3116 et 1,3350. J'ai un biais malgré tout qui reste celui de la tendance de fond, et notamment tant que le canal à faible pente qui existe depuis la fin du mois de juillet continue de se développer, mais je dois admettre qu'après 2 mois depuis la dernière baisse des taux et 500 pips de hausse, le marché latéralise entre 1,3116 et 1,3350. Qui a la clé de la suite des événements? Eh bien tout simplement le travail des banquiers centraux qui travaillent pour la Banque centrale du Canada, et notamment leurs économistes maison qui doivent statuer sur l'impact que peuvent avoir la baisse du prix des matières premières sur l'économie canadienne. Admettons aussi que l'économie canadienne bénéficie du dynamisme économique des États-Unis. Mais peut-être que la Banque centrale du Canada va vouloir aussi agir, si jamais la Fed relevait ses taux, ne pas en pâtir en baissant elle-même ses taux, pour rentrer dans cette fameuse guerre des monnaies, au cœur de la divergence donc des politiques monétaires. Bon, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Moi, je n'ai pas l'information, mais je l'aurai comme vous à 16 heures, il va falloir la décrypter. Techniquement parlant, latéralisation à court terme, et durant la session asiatique, une ligne de tendance intraday qui a fonctionné à 1,3180 et qui a permis à l'USD-CAD de gagner environ 50 pips, mais d'ici tout à l'heure 16h heure de Paris, le marché ne va pas beaucoup bouger. Par contre, il y aura de la vol tout à l'heure à 16h, c'est certain. Alors, bien sûr l'euro-dollar, j'en ai pas parlé encore, donc il est temps d'en parler. Alors ne soyez pas surpris de voir l'USD-Yen monter et l'euro-dollar monter. Le marché se positionne vis-à-vis de l'euro et vis-à-vis du yen japonais. Le dollar américain n'a aujourd'hui aucun positionnement particulier, c'est un facteur neutre. L'USD-Yen a monté parce que le yen a été vendu en tant que devise de financement. L'euro-dollar monte à court terme parce que l'euro ne baisse plus. D'ailleurs l'euro ne baisse plus depuis le printemps dernier. À court terme, la situation technique du taux de change euro-dollar elle est la suivante, celle d'un range étroit. Délimité par le support à 1,1154 $. Alors je vous rappelle qu'hier, on a pris connaissance d'une révision en hausse du taux de croissance du PIB de la zone euro pour le premier et le second trimestre, ce qui confirme au fond ce qu'a dit Mario Draghi. L'économie de la zone euro et sa dynamique économique interne est étanche à ce qui peut se passer en Chine. Et c'est ce que tendent à prouver les récents chiffres. Alors forcément, ça soutient l'euro. À court terme, que se passe-t-il? Un support à 1,1154 $, mais aussi une ligne de tendance baissière qui attrape les sommets de marché les plus saillants du 1er septembre, qui ont été vendus hier à 1,1230, encore vendus durant la session asiatique à 1,1212, et à l'instant légèrement vendu à 1,1205. On est dans ce range. Que peut-il se passer? Si le marché tente
de déborder la ligne de tendance, il serait capable de pousser en direction des 1,1240. Les 1,1240, c'est le point haut du jeudi 3 septembre, le point haut en fait établi par le taux de change euro-dollar juste avant la conférence de presse de Mario Draghi. Et moi, dans ce range, je reste neutre, et parfaitement neutre. Autant j'ai un positionnement sur l'USD-Yen, vous l'avez compris depuis le début de la semaine, autant la résistance du NZD-USD est parlante, autant le GBP-USD se replie sous les 1,54-25 $ suite à l'environnement macroéconomique britannique décevant ce matin, autant le taux de change euro-dollar, mais quelle incertitude. Tant sur le plan des fondamentaux que sur le plan de l'analyse technique, on a vraiment l'impression à court terme d'un équilibre des forces, ce qui se traduit par un range sur le taux de change euro-dollar. Tentative d'accélération haussière le 8 septembre, ça a été shorté. 2 tentatives de cassure de support qui sont achetées. Des tentatives de débordement de résistance qui sont shortées. C'est le principe d'un range. Les résistances sont vendues, les supports sont achetés. Alors voilà, écoutez, moi ce que je pouvais vous proposer sur les paires majeures, les indices boursiers, le Bund. Je vous donne maintenant mon opinion sur l'or et le pétrole, et ensuite je regarde vos questions sur les paires croisées. Les paires de devises croisées, bien sûr. Alors, le pétrole, c'est neutre, et plus que neutre. On est passé d'une phase de baisse entre le 24 juin et le 25 août, 2 mois pour être précis, avec un rebond fort au-dessus des plus bas de l'année 2008. Je vais vous montrer ici un graphique de long terme. On s'est repris sur le plus bas de l'année 2008 et du premier trimestre 2009. Là, on avait fait un double bottom. Alors, pour l'instant, c'est juste une reprise technique du pétrole. On se stabilise, mais on se stabilise sur des niveaux très bas. Donc ça reste quand même, voilà. À court terme, je délimite un range triangulaire sur l'US Oil. Je crois, alors je suis pas, il me semble qu'aujourd'hui on a les stocks de pétrole. C'est demain, pardon. Donc c'est demain les stocks de pétrole aux États-Unis. À court terme, on a un range qui est délimité sur l'US Oil, probablement par cette configuration triangulaire, alors que vous voyez ici sur l'US Oil. Vous êtes ici sur les bougies H4, je note le rôle de la moyenne mobile simple à 20 jours, qui attrape et qui est plate maintenant. Donc c'est neutre. C'est neutre mais sur un niveau bas. L'or. L'or c'est simple, je suis baissier, notamment depuis le rejet hebdomadaire sous la résistance à 1165 $. Je le suis depuis la cassure du 3 septembre. À court terme, on est neutre entre 1115 et 1132 et je conserve un biais vendeur sous la résistance à 1132 $ avec un objectif à 1110 $, 1100 $ et 1095 $. À court terme, on est dans ce range, mais ma vue de marché, tant qu'on se maintient sur les 1132, c'est que le marché finisse par en sortir par le bas. L'euro GBP. L'euro GBP, c'est propre. C'est vraiment très propre. Un triangle rectangle. Un triangle rectangle entre 0,7240 et l'oblique ici. L'euro GBP a tenu la partie basse du triangle rectangle. Les chiffres britanniques sont décevants. Je pense que l'euro GBP peut remonter en direction des 0,7350. Tout simplement la partie haute de ce range. Donc ça me paraît une opportunité de trading de chercher un long sur l'euro GBP pour viser 0,7350 en se protégeant avec un risque, avec un stop sous les 0,7250, la partie basse du range. Ça c'est ce que je pense de l'euro GBP. Alors, écoutez, je vais regarder maintenant sur quelle paire de devises vous souhaitez revenir. C'est parti. Alors, l'USD Yen, l'AUD USD, l'once d'or, l'US dollar index, l'once d'or à nouveau, les deux banques centrales et le GBP USD. Bon, concrètement, ce sont des actifs dont j'ai déjà parlé. Mais vous venez me poser les questions. Ah non, les questions étaient posées tout à l'heure. Donc, l'or, j'ai donné mon opinion. Je vais peut-être la donner de manière plus précise en passant sur les bougies horaires. Voilà, pour moi, écoutez, c'est baissier. J'ai même le sentiment qu'à court terme, le marché retombe en direction des 1115 $.
C'est vrai que la situation technique s'est neutralisée vraiment sur le très court terme. Mais voilà, je reste baissier. Et je pense qu'à court terme, le marché peut retomber en direction des 1115. Alors il n'y a que la UD-USD parmi les paires majeures sur laquelle je pense que même si on est sous résistance, il ne faut pas s'enflammer. Parce qu'on a vu un pré-signal haussier sur l'indicateur technique RSI. C'est possible qu'on aille chercher un peu plus haut dans le cadre d'un mouvement de rachat de short. Alors, une question maintenant sur le taux USD-Yen. Eh bien, je vous confirme donc le fait que au-dessus des 120 yens, 120.22, je vise désormais 121. Alors Stéphane, bonjour. Alors, quelle est selon moi la meilleure stratégie, l'achat euro-GBP ou la vente GBP-USD? Écoutez, sur le plan de l'analyse technique, j'aurais davantage de conviction à court terme pour l'achat euro-GBP. C'est une stratégie intraday, stop sous 0,7250, target 0,7350. Bien sûr, moi je mets en évidence des niveaux techniques qui vous aident éventuellement, si ça vous intéresse ou vous convainc, à paramétrer des stratégies de trading. Bon, vous avez pris connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, je ne donne aucun conseil d'investissement. Mais simplement, si votre question est de savoir quels sont les niveaux techniques pour paramétrer une stratégie de trading, 0,7250 pour gérer son risque, 0,7360 comme objectif de cours limité. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. C'est donc la fin du morning meeting de 11 h. Merci d'y avoir participé. Prochaine émission à 13 h, le 13 h des Day Traders avec Sylvain Le Ganadin. Quant à moi, je vous retrouve cet après-midi pour un suivi de la Banque Centrale du Canada. Et surtout, à partir de 16 h, et comme chaque mercredi à 16 h désormais, le point de marché Vague d'Elliott. Le point de marché Vague d'Elliott, tous les mercredis à 16 h. Eh bien, la première, c'est ce mercredi 9 septembre. Alors, j'espère que ça vous plaira et je vous espère nombreuses et nombreux. Merci.